Bon, tout d'abord, vraiment un grand merci pour le comité d'organisation et puis particulièrement mon ami Siam pour l'invitation pour ce débat. L'année dernière, c'était vraiment très animé, très amical. Alors, je pars un peu encouragé par les propos de Amal Tazi que vous venez de voir. Vous voyez, je n'avais pas prévu de parler de ça, l'ablation de l'AFA chez l'athlète, mais vous avez vu sur sa diapo, elle résume au fait tout. Elle dit ablation, première intention chez l'athlète. Merci Amal, hein, si tu nous entends. Alors, voici, la gestion de la fibrillation atriale, malheureusement, je dis bien malheureusement, repose encore sur les anciennes recommandations et sur une attitude clinique qui est très frileuse, hein, qui fait que on propose les antiarythmiques avant l'ablation et mon rôle, c'est de vous démontrer que ça, c'est le passé. Hein. Les pilules toxiques, c'est vraiment le passé. Et aujourd'hui, le présent, c'est vraiment insérer un cathéter au niveau de l'oreillette gauche. Ce n'est plus quelque chose vraiment de difficile. Ça peut être même fait sous anesthésie locale, avec des résultats que je vais vous montrer qui sont excellents. Alors, je vais parler quand même un petit peu des antiarythmiques parce qu'il va vous en parler, mon ami Walid. Alors, les antiarythmiques, ils ont montré les gros muscles lorsque comparés au placebo, mais somme toute, l'efficacité est vraiment extrêmement limitée. Et vous allez voir ici, sur un an, moins de 30% des patients demeurent en rythme sinusal. Non seulement l'efficacité est limitée, mais ils sont très mal tolérés. Je pense que tout le monde dans cette salle est d'accord pour dire que les antiarythmiques, c'est quand même pas la panacée. Hein. Et voyez ici, j'invente rien, quelle que soit la drogue que vous allez utiliser, et vous avez ici les principales antiarythmiques qui sont utilisées pour prévenir l'AFA, eh bien leur arrêt est quand même assez conséquent. Vous avez le hazard ratio de l'autre côté. Vous voyez que c'est quand même très important l'arrêt des médicaments antiarythmiques. Alors, ce qui est certain, voyez sur la mortalité toute cause, si on veut maintenir le rythme sinusal, et c'est ce qu'il faut faire, c'est maintenir le rythme sinusal, cela fait diminuer la mortalité de 50%. Mais si vous optez pour maintenir le rythme sinusal, si vous optez à utiliser, pour l'utilisation des antiarythmiques, vous aggravez la mortalité de 50%. Donc, ce que vous obtenez d'un côté, maintenir le rythme sinusal, si vous le faites avec des antiarythmiques, vous aggravez la mortalité de 50%. Et donc, c'est extrêmement dommageable. Alors, non seulement l'efficacité est limitée, c'est pas toléré, mais c'est très toxique. Voyez, alors je ne vous parle pas des choses très anciennes, ça le New England de 2001. Et donc, ce cas clinique est rapporté dans 2001. Et donc, vous voyez quelqu'un qui fait du sport et qui est sous sotalol. Sotalol est prescrit largement dans la prévention de l'AFA. Vous voyez la tachycardie polymorphe qu'il fait. Et cet autre patient qui fait également des syncopes à l'exercice, il est sous flécaïne. On sait tous que la flécaïne, dès qu'on fait de l'attaque atriale, c'est pour ça. J'ai vu que Amel Tazi, elle était vraiment très timorée quand elle parlait des antiarythmiques chez l'athlète. Sous flécaïne, quand on fait de l'exercice, ça facilite la conduction en 1 pour 1 et ça aboutit à ce genre de tracé. Tachy-QRS large qui aboutit à l'ATV et puis à la fibrillation ventriculaire. Je ne parle même pas de ces catastrophes. Hein. Voyez la couleur de la peau sous amiodarone, hein, particulièrement dans nos pays chauds. La toxicité hépatique, la toxicité pulmonaire, la fibrose pulmonaire, et puis les tachycardies à QRS large. Et ça n'épargne aucun antiarythmique. Aucun antiarythmique. Tous, ils ont des effets toxiques monstrueux. Voilà, j'ai réglé le compte des antiarythmiques. J'arrive à l'ablation. Alors, pour prévenir la récidive de l'AFA, voyez vous reconnaissez ces acronymes, hein, ATTAC, APAF, STOP-AF, CABANA. Voyez que les courbes se ressemblent quasiment toutes. L'excellent résultat avec l'ablation versus le résultat catastrophique avec les antiarythmiques. Et vous avez en bas sur la gauche une méta-analyse qui date, hein, qui est 2014. Et voyez, tout est en faveur, toutes les études sont en faveur plutôt de l'ablation. Vous avez cette autre méta-analyse ici concernant la prévention du récidive de l'AFA. Vous voyez que c'est très en faveur, en bas à droite, très en faveur de l'ablation et avec un succès
et ce n'est pas les sources d'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez, avec un taux de succès qui dépasse largement 71%, aujourd'hui, ce qu'on annonce aux patients au bas mot, c'est 80%, et même plus lorsqu'il s'agit d'un cœur structurellement sain. Et voyez encore, les antiarythmiques, l'efficacité à 1 an ne dépasse pas 30%. Amélioration de la qualité de vie, ça a été démontré dans plusieurs études. Alors, tout ce que je dis, à condition que l'ablation soit faite précocement. Et la raison, on est que l'histoire naturelle de la fibrillation atriale, ça démarre toujours par de l'AFA paroxystique. Et donc l'AFA paroxystique, on a des triggers, hein, ça vient des veines pulmonaires, il faut aller isoler les veines pulmonaires. Je vous promets que ça prend aujourd'hui, pour faire ça, ça prend 45 minutes, 1 heure, grand maximum, incluant la ponction transseptale. Si on ne fait pas ça et on laisse évoluer l'AFA, il y a du substrat arythmogène qui va s'installer, l'oreillette gauche va se dilater, il y a du substrat non seulement anatomique en raison de la dilatation, mais il y a un substrat électrique avec modification des périodes réfractaires, et donc on va arriver à l'AFA persistante, voire permanente, pour laquelle on ne va plus pouvoir proposer grand-chose malheureusement. Et voyez ce graphe-là, en bleu lorsqu'on intervient de manière très précoce, versus lorsqu'on délaye cette intervention en perdant de temps avec les antiarythmiques, voyez que le taux de succès n'est que meilleur. Voyez dans ce graphe-là, quand je vous parle, il faut intervenir précocement. Il y a une étude qui a été faite. Des patients dont leur fibrillation atriale durait moins de 24 heures et on leur proposait une ablation, ils faisaient beaucoup mieux, même si on intervenait chez des patients dont l'AFA durait 2 à 7 jours. Au fait, je pourrais même en rester là avec cette diapo qui résume tout et qui vous dit qu'il ne faut vraiment pas perdre du temps. Encore une fois, avec l'approche pharmacologique, c'est du passé. Parce qu'après, vous aggravez le pronostic de ces patients en termes en bas à droite, en termes de survenue de stroke, l'AVC ischémique et de l'insuffisance cardiaque. Et voyez le premier quartile, c'est-à-dire on intervient entre 1 mois et 6 mois. Le résultat est meilleur et ça diminue de manière vraiment très importante le risque d'AVC et le risque d'insuffisance cardiaque. Si on délaie, si on retarde l'ablation, on va réduire le taux de succès. Je ne vais plus pouvoir, quand je vais voir le patient pour l'ablation, je ne vais plus pouvoir annoncer les 80%. Ça va diminuer, ça va être de l'ordre de 50-60% et il va donc être réticent. Tout cela a été parfaitement bien démontré. Et donc, en gros, l'ablation va permettre de modifier l'histoire naturelle de l'AFA. C'est pour ça le message que l'on transmet depuis quelques années déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est qu'il faut intervenir précocement, tant qu'il est encore temps de faire quelque chose et pas, encore une fois, perdre du temps avec l'approche qui sera défendue tout à l'heure. Alors, cette approche est la suivante, et on a vécu sur ça depuis très longtemps. Je suis d'accord sur les thérapies d'amont, hein, il n'y a pas de souci. L'anticoagulation, quand c'est indiqué, et dans l'immense majorité des cas, c'est indiqué. Très, très bien. Les antiarythmiques, vous voyez, c'est en rouge, hein, avant d'arriver à l'ablation. Et donc, pour moi, cette flèche, c'est tout le temps qui est perdu avant d'arriver à l'ablation, parce que l'AFA, elle ne va pas attendre comme le médecin est en train d'attendre. L'AFA, elle va continuer à évoluer de paroxystique, persistante, et puis finalement permanente. Pourtant, on sait depuis la nuit des temps, vous voyez, en 95, ça, c'est les travaux des Hollandais, et notamment Alessi, qui avaient montré que, sur des études expérimentales, hein, en stimulant le cœur de la chèvre, hein, tout simplement, ils induisaient de la fibrillation atriale. S'ils la laissaient durer juste quelques secondes, c'est mieux que lorsqu'elle dure 24 heures ou quelques jours, parce que l'AFA engendre l'AFA. Et donc, c'est un adage qui est connu en rythmologie, AF begets AF, c'est très connu. Donc, plus on stoppe le process vraiment à son début, plus il n'y a plus rien qui va redéclencher de la fibrillation atriale. J'arrive aux études et vous voyez, ATTEST, c'est 2001. Je rappelle que Heidegger, quand il avait ablaté la première FA, c'était en 1998. Bordeaux. Et donc, vous voyez, déjà en 2001, on disait que probablement lorsqu'on intervient très précocement, et vous voyez ici les courbes divergent très rapidement, l'ablation fait mieux que l'approche pharmacologique.
Et voyez ici, on avait poulé pas mal d'études. En bleu, la courbe en bleu, c'est l'approche pharmacologique qui malheureusement encore est utilisée. Et voyez que la courbe, elle est croissante. Hein. C'est la progression de l'AFA de paroxystique vers permanente. Hein. Au sommet de la courbe bleue, c'est l'AFA permanente. Et en rouge, bah, c'est l'ablation. Et vous voyez que bon, on altère complètement l'histoire naturelle de la fibrillation atriale. Alors, la durée de l'AFA, elle est très importante. Et lorsque vraiment on a fait le diagnostic, encore une fois, il ne faut pas perdre du temps pour faire arriver le patient au laboratoire. Ça a été démontré. Ça, c'est à partir du diagnostic jusqu'à l'ablation. Plus c'est précoce, et voyez sur la courbe de droite, ça concerne aussi bien la FA paroxystique que la FA persistante. Plus on intervient précocement, mieux c'est. Donc il faudrait qu'on se sorte de ce schéma-là pour finalement arriver à celui-là. On lui règle l'affaire des veines pulmonaires et puis classé, terminé, il n'y a plus de médicaments. Il aura les anticoagulants pendant 2 mois et puis on en reste là. FA paroxystique sur cœur sain, je vous promets, c'est ça. On leur laisse les anticoagulants pendant 2 mois parce que c'est la recommandation et puis plus rien après. Il va vous dire, le docteur Walid, que ce n'est pas quand même sans quelques complications. J'avais prévu je pense, enfin on va regarder, mais il va pas vous parler des complications de l'ablation. Alors, c'est moins important que les complications d'une coronarographie, c'est moins important que les complications d'une angioplastie, c'est moins important que les complications d'un TAVI, d'un mitral clip, ainsi de suite. Pourtant, on n'est pas réticent à envoyer les patients vers une angioplastie coronaire. Et voyez ici, le décès per procédure, il est quasi inexistant. La fissure latrio-œsophagienne avec les nouvelles sources d'énergie, je m'en suis gardé de ne pas parler pour ne pas alourdir les choses sur le docteur Walid. Je montre ici que la radiofréquence et la cryo, hein, je n'ai pas parlé de l'ablation par champ pulsé. Et donc, vous voyez, il y a des complications qui figurent ici, qui ont complètement disparu, comme la sténose veineuse pulmonaire. En gros, ce qu'on annonce aux patients, le risque d'AVC, il est inférieur à 1%, le risque de tamponnade, il est inférieur à 1%. Je vous promets, c'est majoré par les complications locales, parce qu'on utilise des fois des cathéters longs, mais de plus en plus, on utilise des systèmes pour fermer la veine à la fin de la procédure, et donc même ça avait diminué. Il va vous montrer également des études qui ont été négatives pour la fibrillation. Retenez ces acronymes-là, qui ont fait à peu près jeu égal avec les antiarythmiques. Seulement, je rétorque, c'était vraiment des études qui ont inclus très peu de patients. Il y avait un crossover très important, c'est-à-dire les gens avaient saturé de manger des médicaments et donc ils ont demandé à aller vers l'ablation. Et l'ablation ne reflétait pas absolument ce que l'on fait aujourd'hui avec les nouvelles stratégies. Je lui rétorque aussi, moi j'ai des études plus récentes, hein, New England 2020, East AF, rythme contrôle versus, voyez déjà rien que regarder ces tracés, tout le monde dans la salle va préférer celui de gauche, un beau tracé en rythme sinusal, des QRS fins. Et donc ici, dans cette étude, quand ils ont comparé les deux stratégies, il y a l'AVC ischémique, la mortalité cardiovasculaire, vous faites des critères durs, l'hospitalisation, et voyez que les soins usuels, hein, la courbe en rouge, c'est vraiment catastrophique. Et vous voyez, ça se sépare vraiment d'emblée versus le contrôle du rythme. On est venu au monde avec un rythme sinusal, il faut laisser le patient en rythme sinusal et c'est sûrement pas avec une approche pharmacologique qu'il faut le faire. Je remets une autre couche, un autre New England 2020, il connaît ces études parfaitement, le Dr Walid, Stop AF. Vous voyez les courbes? Est-ce que j'ai besoin de les commenter? Non. L'ablation fait beaucoup mieux que les drogues. Et la différence, je l'ai souligné en rouge, elle est très significative. Alors, je rajoute Early AF. Hein. Est-ce qu'on a besoin de plus d'évidence que ça? Non seulement la courbe de droite montre qu'on est mieux que les drogues, mais en plus, je ne sais pas si j'ai encore du temps, oui. Je passe rapidement à ça. Au fait, en gros, ça montre que même si le patient, des fois, n'est pas complètement débarrassé de sa FA, mais le fardeau de la fibrillation atriale, la charge de la fibrillation atriale est complètement diminuée.
Voici pouler toutes ces études-là et vous voyez que tout est en faveur de l'ablation. Je ne voudrais pas finir mon topo sans parler des facteurs de risque. Bien évidemment, on n'ablate pas un patient sans avoir fait le contrôle des facteurs de risque. On a des patients jeunes qui vont prendre de l'âge, qui va y avoir le diabète, l'hypertension qui vont s'installer et donc qui vont aggraver le substrat qui est lié à l'histoire naturelle de la maladie. Et donc, s'il vous plaît, intervenez précocement pour débarrasser le patient de l'AFA qu'il présente. Je vous ai énuméré ici les facteurs de risque qu'il va falloir contrôler. Il y a les non modifiables, il y a les modifiables. Bien évidemment, je suis pour le contrôle des facteurs de risque. Et on voit bien ici sur la courbe de droite, plus on contrôle les facteurs de risque, mieux le résultat est avec l'ablation. Seulement, contrôler les facteurs de risque, c'est sûr, c'est très important et je suis convaincu, il faut le faire. C'est le message que je véhicule, mais il est rarement efficace à lui tout seul et la compliance n'est pas soutenue. Et donc, si vous voulez modifier le style de vie chez un patient, les patients, en général, ils préfèrent manger une statine et de la metformine plutôt que manger du poisson et faire un peu d'exercice physique. Et quand vous avez un diététicien d'un côté et de l'autre côté quelqu'un qui distribue la pilule, ben, ils vont courir vers celui qui distribue la pilule. Le dernier truc, c'est pas le coup fatal, c'est les recommandations d'il y a quelques mois. Le temps est déjà... Voilà, ça y est, j'ai fini. C'est mes dernières diapos. On est dans du 1A pour l'ablation en première intention. Alors non seulement dans l'AFA paroxystique, dans l'AFA persistante, mais également, la diapo suivante, même dans l'insuffisance cardiaque, on est dans du 1. Voilà. Ça, c'est juste le résumé des guidelines. Et puis, la dernière diapo. Merci beaucoup pour votre attention. Bon courage, Walid. Alors, merci, Dr Chahidi. Je résume. Donc, Dr Chahidi nous a présenté les antiarythmiques comme toxiques et peu efficaces. L'ablation... De ma part aussi, j'encourage. Bonne chance, Dr Walid. J'ai mes supporters. Je pense... Non. En fait... ouais. En fait, Nejmeddine, tu n'as pas vraiment répondu à la question parce que tu as vraiment fait... Tu n'as pas répondu à la question au premier épisode parce que tu as fait l'ablation de la FA précoce. Moi, on m'a dit jamais le premier soir. Donc, jamais. Donc, pourquoi pas une deuxième chance à la deuxième épisode, vous aurez le temps de bien voir le patient et de bien prendre en charge votre patient dans sa globalité. Alors, il vous a montré les recommandations. Il vous a montré que le diable est dans les détails. Est-ce que vous avez vraiment fait attention? Et il m'a obligé d'aller chercher dans le texte les détails de ces recommandations. Et donc, la question que vous me posez aujourd'hui, c'est First Diagnose AF. Vous pouvez chercher par mots-clés dans le texte des recommandations. Premier épisode diagnostiqué de FA. C'est ça que vous nous demandez. Ce n'est pas la FA paroxystique première intention. Quand vous prenez First Diagnose AF, on vous met l'algorithme sur la gauche et il n'y a aucun mot sur l'ablation. Et il y a même le texte dans les commentaires en bas, il y a écrit « Après avoir suivi l'algorithme de First Diagnose AF, chez les patients qui récidivent leur FA, à ce moment-là, on les rentre dans l'algorithme de la FA paroxystique persistante ou permanente. » Donc déjà là, c'est gagné. C'est First Diagnose. Donc vraiment, c'est écrit. Parce que tout le monde raisonne FA paroxystique, persistante, permanente. Mais personne ne lit le truc en haut, First Diagnose, qui a été diagnostiqué, quels que soient les symptômes, la temporalité, la durée. Donc, on doit commencer par ça. Alors, bien sûr, je ne sais pas quelle est votre philosophie. Est-ce que votre philosophie, c'est de voir un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Alors, moi, un patient, si je lui dis qu'il a une chance sur deux de ne pas récidiver sa FA, il dit « Docteur, c'est génial, une chance sur deux que vous n'opérez pas de la FA. » Et effectivement, dans les références qui citées dans la First Diagnose AF, vous retrouvez des études avec des premiers épisodes de FA ici en rose, et vous voyez que chez ces 100 patients qui avaient un premier épisode de FA,
il y en a 50 qui ne récidivent pas sans rien. Donc moi, mon objectif, ce n'est pas de vous dire ablation versus antiarythmique. Ces premiers épisodes, je lui donne une chance. Je vais traiter ces facteurs de risque et je vais le revoir et je ne vais pas me jeter dessus. Mais je vais surtout bien le suivre. Donc, on me dit, c'est le texte officiel des recommandations européennes, les épisodes de FA, les patients peuvent rester free of recurrence, en particulier s'ils sont jeunes et s'ils n'ont pas de comorbidité. Et donc, je vous ai montré le verre à moitié plein ou à moitié vide, on va essayer de le remplir pour avoir moins de chances de récidiver. Si je vois dans le texte de cette étude, on voit que finalement, c'est les patients qui ont une FA isolée, même si aujourd'hui on ne devrait plus tellement l'utiliser, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres facteurs de risque, c'est quasiment 60%, c'est plus 50% de chances de ne pas récidiver leur FA. Et puis si finalement, ça c'est la FA paroxystique, si on regarde au cours du suivi, est-ce qu'ils ont beaucoup de chances de ne pas récidiver, de devenir en FA permanente au bout d'un suivi de 5 ans, peu de patients vont être en FA permanent s'il y a une FA isolée et un premier épisode. Donc ça veut dire, il ne faut pas se jeter dessus. Il ne faut pas se jeter dessus, peut-être qu'il a des causes aiguës. On ne vous a pas parlé, bien sûr, des causes aiguës, c'est-à-dire il a une hyperthyroïdie, il a une hypokaliémie, il a fait un choc septique, il a fait une myocardite, il a une intoxication médicamenteuse, j'en sais rien. Celui-là, bien sûr, vous n'allez pas lui proposer l'ablation en première intention et vous allez lui donner une chance. Et puis même si, c'est-à-dire même si finalement, je vais le suivre dans les recommandations sur la FA paroxystique et on va élargir les définitions. Certes, c'est vrai, c'est écrit sur la droite, ablation de FA, classe 1, dans la FA paroxystique. Le diable est dans les détails. Ce qu'on ne vous dit pas, regardez là-haut, il y a écrit « Shared Decision Making on Rhythm Control ». Qu'est-ce que c'est la recommandation? C'est que suivi du Shared Decision Making, c'est considérer l'ablation en prenant en compte les risques, il en a dit un mot, les bénéfices, et les facteurs de risque de récurrence. Donc ça veut dire que je suis obligé de passer par là. Tout le monde va aller, je vais les ablater, mais regardez, prenez le temps de cette étape-là. Même si vous allez chez nos amis américains, les visiteurs en Amérique se disent classe 1, niveau de preuve A, ok, chez les FA paroxystiques en first-line thérapie, mais ils disent 1, c'est plutôt des jeunes avec que de comorbidité, et disent 2, c'est pour réduire les symptômes. Il ne parle pas trop de la morbimortalité, que finalement, il vous a modéré des figures, mais les figures qu'il vous a montrées, c'était essentiellement le rythme sinusal. On a les mêmes références, mais le diable est dans les détails. Ça, c'est les études citées dans le consensus ERA sur l'ablation de FA de première intention dans la FA paroxystique. Premièrement, vous regardez le premier cadre en haut, pardon, oula, si je vais trop vite. Premièrement, dans le premier cadre en haut, voilà, vous voyez la taille de l'oreillette gauche dans la plupart des études. Vous voyez que souvent, c'est des patients qui ont des oreillettes gauches modérément dilatées, ce qui indique que ce n'est probablement pas le premier épisode et que c'est des patients qui évoluent depuis un certain temps. Et deuxièmement, complètement en bas, vous avez le taux de complications dans le groupe ablation. Vous voyez, bien sûr, en complications, si on élargit au-delà des complications majeures, on n'est pas loin des 10% de risque. C'est vrai que le risque de complications sérieuses, il va être 1, 2, 3%, mais les complications globales, on peut être autour de 10%. Et j'ai repris les mêmes références que toi, que ce soit Early AF, New England, ou Stop AF, New England. Regardez depuis combien de temps évolue la fibrillation atriale dans chacune de ces deux études. 1 an en général. Peu de patients, c'est des FA de première intention. Deuxièmement, regardez dans Early AF, antécédent de cardioversion, 40% des patients ont déjà eu une cardioversion. Donc, ce n'est pas des premiers épisodes. Pareil dans Stop AF. Et regardez en bas dans Early AF, 30% des patients avaient déjà eu des antiarythmiques. Donc, ce n'est pas du tout les chiffres qu'on vous a donnés, ce n'est pas des premiers épisodes. Ils ont eu plusieurs récidives. Et puis, bien sûr, il vous a montré les figures sur le rythme sinusal. Bien sûr, c'est très bien. On a un taux d'efficacité de rythme sinusal à 1 an autour de 60-70%. Mais en Arabie Saoudite, il a tous les moyens. Donc, il nous a montré l'électroporation, il est autour de 80%. Mais ce n'est pas 100%. Et n'oubliez pas, c'est au prix d'une deuxième procédure chez 20 à 30% des patients. Donc, il faut lui vendre la deuxième procédure. Et je sais qu'ici, la deuxième procédure, elle n'est pas remboursée. Refusée, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Alors, éventuellement, je veux bien aller parler de la FA persistante. La FA persistante, d'abord là, il ne vous l'a pas dit, fais pas ci, fais pas ça. Il ne vous l'a pas trop dit, mais c'est classe 2B en première intention. Donc, plutôt, vous ne le faites pas. Alors, il vous a montré Cabana, mais il vous a montré le rythme sinusal. Et si vous cherchez, vous demandez la mortalité,
la mortalité, la différence n'est pas significative entre les antiarythmiques et l'ablation. Donc, on n'a pas démontré un bénéfice sur la mortalité dans Cabana. Et puis bon, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à parler de la FA permanente, parce que la FA permanente, c'est plus un choix du médecin. Donc, il n'y a aucun mot sur l'ablation, parce qu'on va dire, on ne les ablate pas. On ne vous a pas parlé de la FA asymptomatique. C'est vrai qu'on commence peut-être à discuter chez certains patients, mais vraiment, c'est plutôt à ne pas faire. C'est une ère d'incertitude. Et donc, moi, je dis, un premier épisode, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est la prise en charge des facteurs de risque. C'est très important. Vous êtes des cardiologues. Donc, ça veut dire, ou des médecins ou des cardiologues, vous êtes cliniciens. Votre patient, vous devez prendre en charge ces facteurs de risque, son hypertension, son diabète, perdre le poids, l'apnée du sommeil, arrêter l'alcool ou réduire, prendre en charge de manière agressive les facteurs de risque. Donc ça doit être ma première consultation. Ce n'est pas de lui proposer une ablation. Et puis, danger. Il l'a un peu dit, mais on a tendance, bien sûr, en ablation, à peut-être ne pas assez insister sur les risques. Ça, c'est le tableau officiel des recommandations européennes. Et sur la droite, le texte officiel des recommandations. Et on me dit que le risque d'événements sérieux est entre 3 et 7%, la mortalité inférieure à 0,1%. Mais est-ce que vous pourriez expliquer à un patient, les patients qui ont une complication, toujours, ils disent « si je le savais, je ne l'aurais pas fait ». Et moi, je ne sais pas le prédire. Donc, même cette étude récente, vous voyez, vous pouvez faire une mort subite, une insuffisance respiratoire, une fistule, et donc votre taux de mortalité est autour de 0,2% à 1 mois. Donc, quand même si c'est très faible, peut-être sur un premier épisode, évitons-lui la fistule atrioœsophagienne très très rare, mais qui peut être très grave. Bien sûr, avec l'électroporation, on n'en aura pas. Évite les AIT, AVC, c'est vraiment pas un taux négligeable. Regardez, on est autour de 0,10 à 0,5%. Donc, c'est quand même pas négligeable, ça veut dire que vous en aurez obligatoirement. Tamponnade, c'est autour de 0,5 à 1%, donc ce n'est pas négligeable. Et la paralysie phrénique, alors c'est plus avec la cryothérapie, mais il y a eu un premier case report qui a été publié avec l'électroporation cette semaine, donc c'est 0,1% et ce n'est pas zéro. Et donc, je n'ai pas besoin de trop parler, parce que moi j'arrive déjà, je n'ai pas besoin de dépasser mon temps de parole. C'est-à-dire, je suis persuadé que je vous ai convaincu. C'est-à-dire que, première consultation de cardiologie, c'est des cardiologues. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a fait son premier épisode. J'en ai vu un la semaine dernière. Il a fait certes 24 heures de FA, il a 30 ans, il vient avec sa femme. Et me l'a adressé à ma consultation de rythmo. Je lui ai dit, on va gérer, il a une petite obésité, il ne fait pas d'activité physique, gérer ça. Il reviendra s'il récidivera. Prendre le temps d'expliquer. Je ne vais lui pas parler de l'ablation. Je vais lui expliquer qu'il risque d'en avoir. Est-ce que j'ai mis des antiarythmiques? Je ne lui ai pas mis d'antiarythmiques. Je lui ai laissé sa chance. Il est jeune. Je vais le revoir. Ou en tout cas, il reverra un cardiologue, ce n'est pas un rythmologue. Gérer le patient dans sa globalité. Et puis, bien sûr, à chaque fois, expliquer le rapport bénéfice-risque. Et bien sûr, ne t'inquiète pas, Nejmeddine. On finira par l'ablater. Il finira par revenir parce qu'il a quand même une chance sur 2 de récidiver. Donc, il reviendra et on pourra lui proposer toutes les meilleures méthodes d'ablation. Merci à vous. Merci pour vos arguments. Je pense que le mot-clé était la première crise. Donc, vous avez répondu à cette question. Je donnerai bien sûr la parole à Dr Chahidi pour pouvoir répondre et se défendre. Bon, il y a comme toujours dans cet exercice-là, il y a un droit de réponse. Alors, je vais lui poser la question. Hein. Il voit les patients tout comme moi sur le premier épisode de F1. Et moi, personnellement, je le dis, et là, blague à part, je suis vraiment très sérieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, premier épisode de F1. C'est le premier épisode de F1 documenté, sachant que 60% des patients qui présentent de la FA, on les découvre, ils ont un cœur qui est à 130-140 et ils sont complètement asymptomatiques. Est-ce que je vais considérer ça quoi comme épisode? Je ne sais pas. Donc sur la définition, et puis bon, généralement sur les recommandations, ils sont très politiquement corrects. Et quand on est dans du 1A sur ça, je pense que le débat est terminé. Lui aussi, il vous a montré ce qu'il voulait montrer sur l'étude Cabana. Je n'ai jamais parlé de mortalité, Walid. J'ai parlé sur la récidive de la fibrillation atriale.
Et c'est tout. Il n'y a pas meilleur moyen de prévenir le risque de fibrillation atriale que l'ablation. Autre chose, même si c'est un premier épisode de FA, allez, je joue le jeu, je suis dedans. Je vous ai montré quand même, et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps, je vous ai montré que des études expérimentales et même des études cliniques qui avaient parfaitement démontré que si au-delà de 24 heures de fibrillation atriale, déjà le substrat est en train de se modifier. Il vous a montré les recommandations concernant la taille de l'oreillette gauche. Hein. Et vous aurez remarqué, j'espère que ça ne vous a pas échappé, il parle encore, en société de rythmo, il faut qu'on fasse nous-mêmes le travail, il parle en diamètre antéro-postérieur et c'est donné en millimètres. Qui croit encore en la taille de l'oreillette gauche en considérant le diamètre antéro-postérieur? Pas moi en tout cas. Enfin voilà, il y a quand même des choses à dire. Non mais Najmeddine, je peux citer juste mes 2 derniers patients de consultation. Et je peux te dire que le patient, il y a les deux, avait un premier épisode de fibrillation atriale. Il y a celui dont je vous ai parlé qui a 30 ans. T'imagines son stress, qui vient avec sa femme, qui est hyper angoissé. Il vient de faire un épisode de FA, il a été vu aux urgences. Il est sorti des urgences avec les bêta-bloquants. D'ailleurs, je lui ai dit que j'allais arrêter. Il n'a jamais eu d'épisode d'arythmie avant. Il a une obésité, il a un BMI à 31. Je lui ai dit de maigrir et je pense qu'il faut un suivi. Par contre, oui, je te rejoins. J'ai eu quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, un autre patient, premier épisode de FA, mais quand tu discutes avec lui, il me dit « c'est la première fois que je viens aux urgences, mais j'ai déjà eu ça plusieurs fois ». Oui, dans ces cas-là, il a eu ça plusieurs fois, ce n'est plus le premier épisode, et je élargis et je l'ai ablaté. Donc je dis simplement, en plus, si on veut trop se jeter sur l'interventionnel, mais toi en plus tu as beaucoup de moyens, donc c'est faussé. Donc tu vois, toi tu as tous les moyens. Nous on doit réfléchir aux moyens, on doit choisir le bon moment. Je pense que la discussion, c'est une première fois, c'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion d'expliquer les facteurs de risque, et puis il reviendra parce qu'il sera gêné, et puis il sera convaincu par un bon docteur. Alors, on a... Oui, juste 30 secondes. Au fait, sur l'histoire des moyens, c'est sûr que là où je suis actuellement, on a recours à l'électroporation avec quasiment, je vous promets, il le sait. Hein, au fait, le taux de complication, il est proche de 0 avec l'électroporation. Mais sur les moyens... Au fait, si vous prenez un patient et vous lui infligez la punition des antiarythmiques, au fait, il vous a montré que les complications pouvaient atteindre 7% pour l'AFA. Au fait, avec l'amiodarone, on est beaucoup plus. Avec la flécaïne, on est beaucoup plus. Avec le sotalol, on est beaucoup plus. Si vous comptez le nombre d'hospitalisations pour FA rapide, le nombre d'hospitalisations pour décompensation cardiaque parce qu'il présente cardiopathie rythmique, je pense que les moyens... C'est juste une ablation et puis classée. Voilà, je pense que... Il faut faire le vote. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a la France, il y a le Maroc. Hein. Il nous faut quelqu'un, un Marocain là. Bon, en attendant la finale de ce soir entre Paris Saint-Germain et Inter Milan, la finale de cette matinée s'est soldée par un match nul. Mais quand même, la commission doit annoncer une victoire. Hein. Donc, le VAR ne nous a pas aidés. Mais je pense que Dr Chahidi a profité quand même d'un temps additionnel qui n'est pas en sa faveur. Et on annonce Walid comme victorieux. Non, on va refaire le vote.